Alors tout le monde parle de no-code et comment on peut lancer une startup sans avoir à coder. Mais même si on peut tout faire en no-code, comment savoir si c'est réellement adapté à mon projet? La plupart de ceux qui font du no-code vous diront que oui, sans même y réfléchir, parce que derrière le mot no-code, on peut tout mettre. Il y a des milliers d'outils, certains sont bons, d'autres un peu moins. Il y en a certains qu'on peut adapter, d'autres non. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous aider à décider si oui ou non le no-code est adapté à votre projet, et si c'est le cas, de quel type d'outils vous devriez utiliser. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, je vais vous raconter mon histoire en fait, parce qu'il y a pas mal d'années, en 2012-2013, j'ai lancé ma startup, j'ai développé pendant plus d'un an avec mon associé et on a travaillé comme des acharnés et on était super fiers de notre résultat, super fiers de ce marketplace qu'on avait lancé. Et un jour, on est allé à un événement de networking et j'ai rencontré un jeune étudiant qui avait juste eu son diplôme de Sciences Po et je lui ai parlé justement de mon marketplace, de tout ce qu'on avait fait, les paiements, comment ça fonctionnait, etc. Puis il m'a regardé comme ça et puis il m'a dit, ben oui, j'ai fait à peu près la même chose. Alors j'ai été surpris parce que il n'avait pas du tout un profil technique, c'était certainement quelqu'un de très intelligent, mais pas du tout technique. Et en fait, à cette époque-là, c'était vraiment le tout début du no-code. Et honnêtement, j'ai été choqué, je me souviens encore aujourd'hui, par finalement rencontrer quelqu'un qui avait fait en moins de 2 mois ce qui nous avait pris plus d'un an à faire à deux. Et en plus de ça, il n'avait même pas de compétences techniques. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la puissance du no-code et ce qu'il était possible de faire. Donc, maintenant, la question que vous devez peut-être vous poser, c'est est-ce qu'il y a une solution en no-code pour faire X, Y ou Z? Normalement, peu importe le projet. Et tout le monde va vous dire oui, évidemment. Et en réalité, le no-code est souvent adapté, mais pas tout le temps adapté. Et je vais démarrer d'abord par clarifier qu'est-ce que c'est que le no-code, parce que c'est un mouvement, tout le monde en parle, mais c'est bien quand même de savoir ce que c'est. Alors le no-code, c'est la capacité de créer une application mobile ou un site web sans coder. Donc la plupart des outils no-code dont tout le monde parle sont Bubble, Adalo, GlideApp, AppGyver, il y en a d'autres, qui sont en fait des outils qu'on va appeler de visual programming. Donc autrement dit, on va programmer de manière visuelle. Souvent, on les utilise en combinaison avec des outils de type Zapier qui sont en fait des connecteurs. Mais en réalité, le no-code, ce n'est pas que ça. En fait, on pourrait considérer n'importe quelle application existante comme étant du no-code. Si on prend par exemple WordPress. Alors personnellement, j'aime pas WordPress, mais c'est pas grave. On peut considérer que WordPress est une solution no-code parce que c'est une solution qui permet sans compétences techniques de mettre un site web en ligne. C'est la même chose pour les solutions e-commerce ou les solutions de type Webflow et Wix qui permettent aussi de faire une boutique en ligne. En d'autres mots, tout logiciel déjà existant qui est facile à déployer et à utiliser et qui ne nécessite pas de compétences de codeur peut être considéré comme une solution no-code. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je veux réellement, c'est définir si oui ou non pour votre projet, vous devriez finalement vous baser sur une autre solution. Baser votre projet et développer votre solution sur quelqu'un d'autre, sur la solution de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, de quel type de solution vous devriez considérer. Mais avant toute chose, il y a quand même 3 cas dans lesquels le no-code n'est pas forcément adapté. Le premier cas, c'est si vous avez un projet sur la santé, un projet qui est aussi sur le milieu bancaire, par exemple. Dans ce cas-là, vous allez devoir stocker des informations personnelles qui seront trop personnelles et qui sont régulées. Et donc, cette régulation, dans la plupart des cas, ne fonctionnera pas en no-code parce que vous n'allez pas contrôler les développements back-end, les développements côté serveur. Donc, si vous n'avez pas un réel contrôle sur les données, un réel contrôle sur l'infrastructure qui gère ces données-là, vous ne pouvez pas utiliser ces solutions. Donc, la plupart du temps, si vous êtes sur ces industries-là, vous ne pouvez pas utiliser de no-code. Et je suis sûr qu'il y a d'autres industries, certainement dans le monde du légal, par exemple pour les avocats, les choses comme ça, il y a certainement des règles qui font que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel type de data center. À vérifier dans votre industrie, dans votre marché. Deuxième type de projet, les projets qui nécessitent une réelle technologie.
Je pense à de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, ou des fois, si vous avez des choses un petit peu plus techniques, par exemple, si vous avez besoin de faire des connexions Bluetooth ou avec un peu de hardware, etc. Dans ce cas-là, il y aura peut-être quelques solutions, mais souvent, c'est pas encore mature. Vous pouvez toujours chercher sur Internet, Virtual Reality No Code Application, par exemple, ou peu importe le type de technologie dont vous avez besoin avec le mot-clé No Code App, et puis vous verrez ce qui existe, et à vous après d'évaluer si réellement c'est suffisamment mature comme solution. Et le dernier type de projet qui n'est pas forcément adapté au no-code sont les projets qui sont absolument certains de fonctionner. Autrement dit, les projets qui ne sont pas disruptifs, les projets qui ne vont pas tant évoluer dans le temps. Autrement dit, des projets qui ne sont pas des startups. Dans ce cas-là, ça peut être votre cas si vous avez déjà une PME, une entreprise qui fonctionne depuis des années, si vous avez des milliers de clients ou si vous avez une large audience. Si finalement vous connaissez mot à mot votre industrie, mot à mot ce que vos utilisateurs veulent et que vous en êtes sûr à mettre votre main à couper, dans ce cas-là, peut-être que le no-code n'est pas forcément adapté. Le gros avantage du no-code, c'est d'être capable de construire quelque chose, le jeter, de recommencer, de l'adapter et de gagner beaucoup de temps sur la réadaptation constante des développements. Maintenant, si vous voulez un produit qui est de très haute qualité dès le début, vous savez exactement ce dont vous avez besoin et vous voulez surtout faire un développement long terme qui va pas tant évoluer après, une fois qu'il sera terminé, dans ce cas-là, peut-être qu'une agence classique de développement pourra vous trouver une bonne solution. Après, chaque projet est unique, chaque projet doit être analysé, et vous pouvez aussi considérer utiliser des agences de type no-code qui sont spécialisées en no-code pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer. Voilà, maintenant, ceci étant dit, parlons maintenant de quels sont les critères pour choisir les solutions no-code, les types de solutions qui sont adaptées à votre projet. Et le premier critère, le tout premier, c'est finalement assez simple, c'est combien de temps avez-vous à y consacrer? Est-ce que vous voulez apprendre à développer en no-code, apprendre à utiliser un outil no-code? Alors j'utilise le mot développer, mais c'est comme tel. À utiliser, c'est comme utiliser un Photoshop ou un Final Cut si vous faites de la vidéo. Ça demande des compétences et des semaines et des mois de pratique. Ou alors, est-ce que vous préférez déléguer ces développements-là parce que ça va faire une énorme différence. Dans le cas où vous allez apprendre vous-même, il faudra certainement passer des mois à apprendre à utiliser un outil. Alors que si vous déléguez ça à quelqu'un qui maîtrise complètement le no-code, vous allez potentiellement avoir en une semaine ce qui pourrait prendre des mois à être développé, soit par vous-même, soit en vrai code. Maintenant, si vous avez le temps, allez-y, faites des bootcamp no-code, il y en a plein, il y en a des super. Apprenez à devenir un maître de Bubble, d'Adalo ou d'AppGyver, par exemple. Mais si vous n'avez pas vraiment le temps et que votre préoccupation, c'est d'être efficace et d'aller vite, dans ce cas-là, je vous inviterai à considérer le no-code comme un langage classique. Et dans ce cas-là, de déléguer, de prendre des freelances, de prendre des agences spécialisées dans du no-code et d'utiliser quelque chose, une technologie qui est très connue. Si vous utilisez par exemple Bubble, ça sera facile parce que tout le monde fait du Bubble. Il y a plein d'agences, il y a plein de freelances qui maîtrisent cette technologie-là. Donc vous ne pouvez pas utiliser votre projet avec un freelance, puis après avec un autre, sans aucune difficulté. Je rappelle souvent ça à mes clients, soyez jamais dépendant de personne, pas même de moi-même. C'est souvent ce que je leur dis. Essayez d'être le plus indépendant possible, de toujours contrôler vos développements et d'avoir accès à votre solution. Et donc, du coup, de ne pas être dépendant d'une technologie. Le deuxième point que vous êtes prêt, il faut être prêt du coup à avoir, c'est d'être toujours prêt à redévelopper de zéro. Alors, cette question est réellement biaisée parce que en tant qu'entrepreneur, il faut être prêt à redémarrer de zéro. Il faut être prêt à faire des erreurs, il faut être prêt à mettre à la poubelle quelque chose et recommencer un nouveau développement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, quand vous allez redémarrer de zéro, vous allez forcément avoir besoin, que ce soit tôt ou tard avec le développement no code, vous allez avoir besoin de le faire et en fait, vous ne redémarrerez pas réellement de zéro parce que vous allez avoir appris tant de choses en ayant une première version, tant de choses sur ce que vos utilisateurs veulent, sur la manière dont vous voulez designer vos écrans, la manière dont vous aurez testé les choses. C'est ça le réel bénéfice d'utiliser du no-code. C'est pas tant d'avoir une solution et puis de se dire « Ah mais non, mais je veux pas la jeter ou je veux une solution long terme » parce que en réalité, le bénéfice, c'est justement de pouvoir aller très vite. Donc, tôt ou tard, vous devrez redévelopper. Alors pourquoi? Vous allez me dire, pour deux raisons. D'abord, soit parce que l'outil que vous aurez choisi sera trop limité. Potentiellement, si vous avez utilisé
Voilà, type Glida par exemple, c'est limité comme type d'outil, mais vous pouvez faire un POC, c'est génial comme type d'outil pour faire un proof of concept. La deuxième raison, c'est potentiellement si vous avez fait les choses de la mauvaise manière. Si vous êtes débutant, no code, que vous lancez sur Bubble par exemple, il y a des grandes chances que vous ne fassiez pas les choses de la bonne manière, et donc du coup, il va falloir recommencer de zéro, parce que ça sera un vrai cauchemar de gérer une application qui a mal été construite, mal été designée, sur du long terme. C'est la même chose que pour du vrai code en fait. On est en train de concevoir quelque chose, si c'est mal structuré, comme un fichier Excel où c'est complètement brouillon, à un moment donné, on va vouloir le recommencer. C'est exactement la même chose avec le no-code. Alors, en fait, comme toutes les choses que vous allez faire dans la vie, vous allez avoir besoin d'apprendre. Et la première fois que vous allez faire quelque chose, généralement, vous n'allez pas forcément être bon. Le premier dessin que vous avez fait, il était certainement pas terrible. Mais après de la pratique, après en avoir fait plusieurs fois, vous allez potentiellement pouvoir devenir très très bon avec un outil. Et c'est pour ça que ceux qui sont les évangélistes du no-code se croient dur comme fer en ce mouvement, parce qu'ils le maîtrisent tellement qu'ils sont capables de faire en quelques heures ce qui pourrait prendre des mois à des vrais développeurs. Alors, maintenant, parlons d'économiser du temps pour votre projet. Avant de lancer le développement, que ce soit en code ou en no-code, de votre projet, faites d'abord des recherches sur les solutions SaaS qui existent. On parle de solutions par exemple d'e-learning, si on parle de solutions e-commerce, etc. Il y a plein de solutions prêtes à être utilisées et qu'on peut d'une certaine manière considérer comme des solutions no-code, puisque on va juste s'inscrire sur un site web, on met notre nom et hop, on a notre boutique en ligne directement, où on a notre solution d'e-learning, où on peut mettre nos vidéos directement après 1 heure ou 2. Et avec ça, vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Pareil pour les marketplaces, etc. Essayez d'identifier dans quelle industrie vous êtes, quel type de projet vous avez besoin, et regardez s'il n'y a pas des solutions SaaS qui peuvent faire typiquement ce que vous cherchez. En e-commerce, on parle de Shopify, etc. Il y a Wix, il y a des Webflow aussi qui font des boutiques en ligne. C'est très simple, facile à mettre en place. Utilisez vraiment une solution no-code qui est spécifique à ce que vous voulez construire, si c'est possible. Maintenant, les solutions SaaS ne sont pas les uniques raccourcis. Il y a aussi les templates d'application. Alors, quand je dis template d'application, ça inclut le code et les templates no-code, code et no-code. En fait, tout type d'application va à un moment donné avoir besoin d'être évolué et on va continuer de développement et ça va potentiellement devenir complexe. Donc, si vous pouvez trouver un template qui est relativement bien structuré, et là j'insiste sur ce sujet-là, qui est bien structuré, qui est évolutif, dans ce cas-là, ce template-là peut être la bonne solution. Et on parle du template code, on parle de plugin WordPress par exemple, on peut aussi parler de templates qu'on peut acheter sur Envato, le marketplace, où on peut trouver des templates d'application. Si jamais vous trouvez le bon template qui correspond exactement à ce que vous voulez et qui est de bonne qualité, potentiellement pour quelques dizaines ou centaines d'euros, vous allez avoir votre application et vous aurez juste besoin d'adapter 2 ou 3 choses. Attention quand même à bien prendre des projets qui sont bien structurés, bien designés, ou sinon ça va servir à rien et vous n'allez pas pouvoir les faire évoluer. Alors, on parle aussi de solutions open source. Alors là, on sort un petit peu de la catégorie no code, mais les solutions open source peuvent être réellement bonnes. Je veux dire, WordPress par exemple. WordPress, je vous l'ai dit, j'aime pas trop, mais on peut faire de très très belles choses avec WordPress si on prend les bons plugins. Et c'est une très belle opportunité pour avoir 80, 90, parfois 95% de votre produit déjà développé. Alors, encore une fois, je ne sais pas si on devrait considérer ça comme du code ou du no-code, parce que si il vous reste un petit peu de développement à faire, il y a quand même un petit peu de développement, mais quand même, c'est quelque chose qui mérite d'être analysé. Alors, comment le faire? Allez sur Google, vous tapez open source, par exemple Uber template, et vous allez potentiellement trouver des templates pour créer Uber. Alors, peut-être pas en open source, mais vous tomberez forcément sur des templates intéressants. Évidemment, s'il y a 10 ou 20% de code à faire pour finaliser votre solution, techniquement parlant, ce n'est plus de no-code, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important pour vous, c'est vraiment d'avoir une solution fiable pour construire votre solution. Et sur du long terme, avoir un vrai produit open source peut être bénéfique parce que vous allez réellement contrôler votre produit. Vous pourrez réellement faire tout ce que vous voulez. Vous aurez accès au code source, et ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui est rarement le cas d'ailleurs avec les solutions no code. Bien, alors avant de conclure cette vidéo, il y a quand même 3 choses
il y a 3 catégories d'outils no-code qu'il faut bien distinguer. D'abord, les développements qu'on appellera le visual programming, les vrais développements no-code. Bubble, AppGyver, c'est ceux qui font le buzz en ce moment. Il y a aussi les solutions qu'on va appeler plus de moyen terme, comme GlideApp, Adalo, qui sont plus des solutions pour faire un POC, pour faire vraiment un proof of concept, une preuve de concept, mais qui généralement ne pourront pas vraiment rester dans le temps. Et puis il y a des solutions dédiées, CMS, e-commerce, marketplace, qui correspondent à un besoin spécifique. On peut parler aussi de d'e-learning. Et dans ce cas-là, c'est des besoins standards. Donc en conclusion, vous savez, le no-code, ce n'est pas qu'une question de blanc et noir. Ce n'est pas une décision capitale à faire pour votre projet. Personnellement, j'utilise les deux. J'ai des applications en vrai code qui interagissent avec des applications no-code et l'inverse, des applications en no-code qui ont besoin parfois de quelques lignes de code pour pouvoir faire quelque chose un petit peu out of the box, j'ai envie de dire. Rappelez-vous que comme tout ce qui s'apprend dans la vie, ça prend du temps et n'importe quelle compétence va vous prendre un certain temps avant d'être réellement efficace. J'ai testé Bubble, Adalo, Glide et AppGyver et franchement, j'adore ces outils-là. Mais la plupart du temps, on passe plus de temps à comprendre si cet outil est adapté ou pas pour le projet. Avec cette hésitation qu'on a toujours en tête de se dire « Ah, mais est-ce que je vais réellement réussir à faire ce que je veux avec cet outil ?» Parce que si je dédie peut-être des semaines à apprendre cet outil-là et que je me rends compte à la fin que ce n'est pas le bon outil, ben, j'aurais perdu un temps phénoménal. Et vous savez, des fois, on passe plus de temps à essayer de tordre un outil no-code qu'à juste coder les 10 lignes de code qui sont nécessaires. Et je ne dis pas les coder vous-même, vous pouvez prendre quelqu'un sur le web ou sur Fiverr ou peu importe pour juste faire la petite fonction. Parfois, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, en résumé, le no-code, ce n'est pas adapté pour tous les projets, particulièrement pas adapté pour les industries qui sont conventionnées, comme la santé ou le monde bancaire. Pour les projets qui sont trop techniques, trop pointus avec une certaine technologie, les projets qui sont pas innovants et qui n'ont pas forcément besoin d'évoluer dans le temps. Dans ce cas-là, peut-être qu'une solution plus classique est tout aussi bien. Analysez toujours les options que vous avez. Les vrais développements no-code, c'est une vraie solution, mais aussi les templates existants, qui sont en code ou en no-code, les solutions SaaS et open source, et surtout, allez chercher de l'aide. Allez prendre des personnes qui sont compétentes pour vous aider à prendre la bonne décision, pour choisir le bon outil et ainsi construire votre outil de la bonne manière. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.